L'actualité à la une ce matin, la CEDEAO accélère l'intégration à travers les grands projets régionaux. L'interconnexion routière, énergétique et ferroviaire ont été retenues pour unir les États. C'est l'une des grandes décisions du sommet de Yamoussoukro. Les détails tout à l'heure. Et puis la première grande victoire de la coalition internationale au Mali. Un chef d'AQMI aurait trouvé la mort dans les combats mardi à l'extrême nord du pays. Le corps serait celui d'Abouzaï, à suivre dans cette édition. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les idées étaient lancées. Cette fois, les chefs d'État donnent les directives. À Yamoussoukro, la CEDEAO s'est engagée à connecter les pays par les routes et l'énergie. D'autres décisions qui concernent aussi le Mali, la Guinée-Bissau, tous deux accueillent les forces de la communauté pour le maintien de la paix. Alassane Zéo, Arsène Evaris Kaboré. Après la signature des actes de la 42e session par les chefs d'État et de gouvernement, le président de la commission de la CEDEAO a livré le contenu du communiqué final. De ce communiqué, on peut retenir la volonté des chefs d'État et de gouvernement d'assainir le cadre macroéconomique, améliorer les services sociaux de base, consolider le marché commun et mettre rapidement en œuvre les projets d'interconnexion routière, ferroviaire, électrique, énergétique et par câble entre tous les pays de la communauté. Pour le problème bissau-guinéen, la conférence accorde son soutien aux autorités de transition, repousse le deadline jusqu'au 31 décembre 2013 et plaide pour la levée des sanctions par l'Union africaine. En ce qui concerne le Mali, la conférence a pris note du rapport du médiateur Blaise Compaoré et condamne la campagne de guérilla que mènent les groupes terroristes. Sur la situation politique et sécuritaire au Mali, la conférence condamne fermement les campagnes de sabotage et de guérilla en cours menées par les groupes terroristes et extrémistes dans le nord du Mali et exhorte les forces alliées à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la contre-offensive afin de les neutraliser et d'engager des poursuites contre leurs complices. La conférence rappelle son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali qui exige en particulier le déploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du pays. À cet égard, la conférence demande le désarmement de tous les groupes armés, notamment le MNLA. Elle précise davantage que la renonciation du MNLA à la violence et de son projet sécessionniste est une condition minimale à remplir avant son acceptation dans tout processus de dialogue. La conférence exprime ses sincères remerciements à son Excellence Blaise Compaoré, président du Burkina Faso et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, ainsi qu'à son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria et médiateur associé pour les efforts inlassables qu'il déploie au Mali. Le nombre des membres de la commission va désormais passer de 12 à 15, conformément aux recommandations des chefs d'État et de gouvernement. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, a été reconduit pour un mandat d'1 an et le prochain sommet est prévu pour se tenir à Abuja, au Nigeria. Et puis au Mali, justement, en attendant l'entrée en liste de toutes les forces de la CEDEAO, la coalition a peut-être déjà son premier trophée de guerre. L'information est encore à prendre au conditionnel, mais selon toute vraisemblance, Abouzaï, un chef d'AQMI, aurait trouvé la mort au cours de violents combats mardi. La France et le Mali n'ont pas confirmé l'information. Abdelhamid Abouzaïd, l'un des principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, serait décédé. D'après la chaîne privée algérienne Nahar TV, il serait mort avec 40 islamistes au nord du Mali il y a 3 jours, suite à des frappes aériennes françaises. De nationalité algérienne et âgé d'une quarantaine d'années, c'est lui qui avait pris le contrôle de la ville de Tombouctou, imposant de manière très stricte la charia. Considéré comme le plus sanguinaire d'AQMI, il a participé ces dernières années à plusieurs prises d'otages. Il aurait détenu notamment les travailleurs français et africains d'Areva, enlevés au Niger en 2010. Abouzaïd aurait été tué dans la Drar des Iforas, où se concentre aujourd'hui la majorité des combats.
Ce jeudi, une opération des armées maliennes et françaises était en cours sur l'île de Kadji, située sur le fleuve Niger, pour y déloger des islamistes. Des combattants du mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest se seraient réfugiés sur cette île avec la complicité d'un mouvement islamiste local après la prise de Gao le 26 janvier. Au-delà du Mali, au sommet de la CEDEAO, les dirigeants ouest-africains se sont aussi engagés à lutter contre le paludisme. Vous le savez, c'est la première cause de consultation et même de mortalité dans l'espace. Pour faire face, ils ont décidé d'implanter 3 usines de biolarvicides au Ghana, au Nigeria ou encore en Côte d'Ivoire en collaboration avec le Venezuela. Les travaux de construction de l'usine de la Côte d'Ivoire ont été lancés en marge du sommet. Alassane Zéo et Varis Kaboré. Mettre en œuvre de grands chantiers de développement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la communauté, c'est l'objectif des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Profitant de la tenue de la 42e session, ils ont procédé au lancement de la construction d'une usine de biolarvicides en Côte d'Ivoire. Cette usine viendra en appui à la lutte contre le paludisme. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la campagne d'élimination du paludisme dans notre région. Et nous savons quelle importance Vos Excellences attachent à cette lutte à travers les efforts nationaux pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le paludisme, au-delà d'être un problème de santé publique, est un défi majeur pour le développement. Et tous les efforts doivent être mis en œuvre pour réaliser ce noble objectif pour le bien-être de nos populations. L'intervention de la CEDEAO visant à compléter ces efforts est articulée autour du renforcement de la composante de la lutte antivectorielle qui occupe une place de choix dans la stratégie multisectorielle d'élimination du paludisme. Fruit de la coopération entre la CEDEAO, le Venezuela et Cuba, cette usine est la première d'une série de 3. Les 2 autres verront le jour au Ghana et au Nigeria. Autre chantier engagé, cette fois ici au Burkina Faso, la route Sendou-Banfora. Longue de 50 km, elle sera bientôt couverte de goudron grâce au Millennium Challenge Camp. Désormais, ce sera une région désenclavée. Jacques Lamissa Tarpaga. C'est au pied des pics de Sendou que le Premier ministre a lancé les travaux de bitumage de la route Sendou-Banfora. Ce tronçon de plus de 50 km est construit sur financement du gouvernement américain à travers le Millennium Challenge Corporation, mise en œuvre par le Millennium Challenge Camp Burkina Faso. Cette voie qui relie Sendou au chef-lieu de la région des Cascades Banfora comporte de nombreux avantages. Le peuple burkinabé est heureux de cet important programme du MCC qui nous permet d'avoir d'importantes infrastructures. Aujourd'hui, le lancement du bitumage de cette route qui va donc de Sendou à Banfora va permettre de désenclaver cette zone très riche, comme vous la voyez, riche tant du point de vue d'abord agricole, et ensuite c'est une zone qui présente un potentiel touristique extraordinaire et magnifique. Et je suis sûr et certain que lorsque cette voie sera bitumée, elle sera un véritable axe de développement. La route Sendou-Banfora sera revêtue en enduit superficiel bicouche par le groupe Colas Afrique. Il est prévu que la voie bitumée mesure 10 mètres de large hors agglomération et 12 mètres en agglomération. L'entreprise a 18 mois pour exécuter les travaux. Environ 14 milliards de francs CFA sur le coût de ces travaux de construction et de bitumage. Et cette réalisation intervient à 1 an et demi de la fin du programme du gouvernement américain en faveur du Burkina Faso. Les États-Unis ont décidé il y a quelques années de soutenir les pays qui ont manifesté la volonté ferme de surmonter leurs défis grâce à la bonne gouvernance et les réformes politiques et économiques. Et le Burkina Faso a manifesté cette volonté et pour cette raison nous sommes très fiers de soutenir les efforts pour réduire la pauvreté et d'augmenter la croissance économique. Pour le moment, je suis très content de dire que tous les projets sont en train d'être achevés et ça c'est la chose la plus importante pour le moment.
après ça, on verra. Pour ces travaux, des mesures de sécurité ont été prises pour maintenir le trafic et réduire les éventuels désagréments aux usagers. Tous les riverains touchés par le chantier ont reçu une indemnisation conformément au plan de réinstallation du MCA Burkina Faso. Ouvrons à présent la page FESPACO de ce journal. Si vous n'avez pas encore vu de film accéléré, la fin c'est déjà demain. On retrouve Viviane Tiendrebego. Bonjour Viviane. Bonjour Simon, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce spécial FESPACO de la télévision du Burkina. Mon invité de ce jour vit et travaille au Burkina Faso. Il est suisse de naissance, mais il réside depuis déjà plus d'une décennie à Bobo-Dioulasso, où il s'est d'abord investi dans la réalisation de films. De nos jours, il est actif dans la réhabilitation d'une salle, la salle Jimbi Ouattara de la ville de Bobo, et il s'appelle Bernie Goldblatt. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Viviane, merci beaucoup de m'avoir reçu. Alors, comment se passe ce FESPACO pour vous? Alors ce FESPACO, il se passe très bien. Malheureusement, ça y finit demain, on n'a pas envie, on aimerait bien qu'il se prolonge encore. Nous avons ce projet, il faut sauver le Ciné Gimbi. Donc je suis venu de Bobo-Dioulasso, je salue mes amis et mes collègues de Bobo en passant. Cette belle ville de Sia qui n'a plus de salle de cinéma. Aujourd'hui, on fête le cinéma africain et panafricain à Ouaga. On a plein de salles. On a plus d'une dizaine de salles de cinéma. Mais à 400 km d'ici, à Bobo, la capitale culturelle, nous n'en avons absolument aucune. Il y a bien le Ciné Sagnon. Oui, mais le Ciné Sagnon, malheureusement, n'est plus une salle de cinéma en fonction. C'est une salle qu'on loue par jour et dans laquelle il y a plus de conférences que de films. Il n'y a plus de matériel de projection non plus. Donc, on ne la compte plus comme une salle de cinéma, malheureusement. Vous êtes au FESPACO avec Traces de Caméléon. Voilà, j'ai produit un film qui s'appelle Traces du Caméléon, qui passe tout à l'heure au Ciné Neroya à 14h, qui est en sélection Panorama, et qui est un très beau film tourné à Bobo sur la vie d'un grand danseur burkinabé qui n'est plus et qui s'appelait Pakoye. Alors, nous reviendrons à vous pour la suite de ce spécial FESPACO. Dans cette page, vous aurez aujourd'hui un seul reportage sur la première journée du pitch africain. Le pitch, c'est un cadre que le festival offre aux réalisateurs. Ils peuvent y présenter leur projet en quelques mots. L'objectif, leur permettre ainsi de séduire d'éventuels producteurs. La première journée du pitch africain a eu lieu hier à l'initiative de l'Union nationale des cinéastes du Burkina. Maïmouna Traoré. Ce réalisateur a 3 minutes au maximum pour dévoiler son projet. C'est le principe du pitch. Présenter l'idée d'un film en quelques mots avec éloquence pour séduire un producteur. L'initiative est de l'Union nationale des cinéastes du Burkina. Elle entend ainsi faciliter le contact entre réalisateurs et producteurs. C'est un argument de vente. C'est un réalisateur qui vend un projet à des producteurs. Il s'agit, en quelques mots, de pouvoir présenter un projet pour que les producteurs présents puissent s'intéresser à votre projet et investir leur argent dedans. Il s'agit d'être accrocheur. Il s'agit de les faire rêver, sans trop leur en dire, mais aussi susciter leur curiosité. Une aubaine pour ces réalisateurs débordant de projets. Et mon attente, c'est que mon projet soit retenu et que je sois accompagné afin que je puisse accomplir ce rêve, de pouvoir réaliser un film. C'est vraiment une grande chance de participer à cette soirée de pitch, parce qu'en présence des producteurs, on nous donne quand même l'occasion de présenter nos projets. C'est vraiment important pour un réalisateur qui veut faire carrière. C'est vraiment important parce que les producteurs apprécient les projets. Moi, je ne veux pas vous mentir, j'ai déjà eu 3 cartes de visite, donc c'est déjà important pour ma carrière. C'est aussi la preuve, en tout cas, que la relève va être assurée, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui croient au cinéma
qui ont des projets qu'ils veulent développer et c'est véritablement en tout cas une garantie d'un avenir radieux du cinéma et de l'audiovisuel africain. Pour une première, une vingtaine de réalisateurs se sont soumis à l'épreuve. Certains ont convaincu des producteurs et ils ont aussitôt noué des contacts. S'il y a un projet et que nous pouvons nous mettre en coproduction avec le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Burkina, on est capable de le produire ensemble. J'ai vu des sujets intéressants. J'ai vu vraiment des sujets auxquels moi-même j'avais imaginé. Et eux, ils ont osé le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, producteurs, nous pouvons aider ces jeunes à vraiment réaliser ce projet. Moi, j'en ai vu deux. Je les ai même demandé de prendre contact avec moi parce que ça me tient à cœur. Pour vous donner une petite idée, il y a celui du Béninois et également celui d'un Burkinabé qui veut tourner entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et moi, habitant en Côte d'Ivoire, je trouve quand même c'est formidable d'arriver, de réussir à faire le pont entre deux pays. Je me dis que le cinéma est vraiment universel. Pour atteindre les résultats escomptés, l'Union nationale des cinéastes du Burkina a mis en place un comité chargé du suivi des dossiers. Bernie, comment vous appréciez une telle initiative? Je trouve ça une super initiative, les pitchs. D'ailleurs, moi-même, j'ai déjà eu à encadrer des jeunes auteurs avec l'association Africadoc. Et à Bobo Dioulasso, on organise chaque année des résidences d'écriture et ensuite on les accompagne pour des pitchs, pour la confrontation avec les producteurs, les distributeurs, les chaînes de télé. Et c'est un exercice très difficile, mais c'est un exercice, je dirais, presque obligatoire aujourd'hui pour tout réalisateur. Est-ce que c'est efficace? C'est efficace. C'est efficace parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que c'est grâce à ces rencontres-là que des films peuvent naître. Et le FESPACO, c'est dommage, quoi. C'est juste 10 jours, c'est une semaine tous les 2 ans, mais ça apporte tellement de fruits que je peux vous dire que c'est très efficace. Alors, actuellement, vous êtes engagé sur un projet. Il faut sauver le Ciné Gimbi. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour sauver le Ciné Gimbi? Aujourd'hui, la situation, c'est comment? Voilà. Alors, en 2 mots, depuis juillet 2012, je me suis entouré par des collègues et des amis à Bobo pour sauver cette salle. On a écrit un grand dossier, on a voyagé, on a créé un réseau de soutien autour de ce projet. Avant de chercher des financements, on a déjà créé un réseau de soutien international dans les festivals, auprès des autorités. On a eu la bénédiction du ministre de la Culture, Baba Hama. On est allé voir les gens du FESPACO, on est allé voir les gens en Belgique, des festivals partenaires qui pouvaient nous servir de porte-voix à ce projet. Et à partir du mois de novembre, on a commencé à chercher des fonds auprès des bailleurs de fonds, ici et ailleurs. Et aujourd'hui, on a eu quelques bonnes nouvelles et on est optimiste quant à la concrétisation de ce projet. En fait, oui, aujourd'hui, le Ciné Gimbi, c'est comment? Voilà, le Ciné Gimbi est situé dans la ville de Bobo, dans le quartier de Koko, au centre-ville, et aujourd'hui, c'est une ruine. Le cinéma, qui s'appelait à l'époque le Ciné Rio, a été ouvert en 1956, du temps des colonies, et entre parenthèses, c'était le premier cinéma africain en tant que tel, parce qu'à l'époque, le cinéma était réservé aux Blancs, et en 1956, Feu Monsieur Touré a ouvert cette salle, qui était la première salle pour les Africains. C'est quand même très symbolique, je trouve. Et elle a fait les grands jours du cinéma à Bobo jusqu'en 2005, 2003, je dirais, lorsque la Sonacib a fait faillite. Il n'y a plus eu de repreneur. Toutes les autres salles de Bobo Dioulasso ont été transformées soit en église, soit en entrepôt, soit en magasin. Aujourd'hui, la salle du Ciné Gimbi, c'est la seule salle où rien n'a été construit dessus. Donc, même si vous voyez la photo, même sur mon t-shirt, on voit, même les sièges ont été arrachés, mais au moins, la parcelle est là, elle est vide. L'espace est là. L'espace est là. Qu'est-ce que vous voulez faire dessus? Voilà, nous, on aimerait construire 2 salles fermées, entièrement fermées. Une petite salle de 156 places et une salle moyenne de 306 places fermées. Pourquoi? Est-ce que les salles de 600 places, 700 places, c'est pas rentable, c'est difficile à exploiter? Voilà, aujourd'hui, c'est fini l'époque des grandes salles, ça marche plus. Il faut qu'on s'adapte au contexte actuel. Il faut qu'on puisse offrir des programmes diversifiés au public. Donc, si on a une petite salle et une grande salle, on peut avoir différents programmes. Dans la petite salle, on peut avoir des documentaires, on peut avoir des matchs de football lors de la CAN, on peut louer la salle, on peut faire des ateliers, on peut faire des conférences. Dans la grande salle, on peut sortir les grands films africains du moment. Donc, on peut faire en même temps une seule cabine de projection, un technicien
opérateur de projection en même temps. Oui, le ciné Gimbi, c'est aujourd'hui entouré d'un marché, il y a un petit marché. Comment vous entendez intégrer l'environnement à votre projet? Voilà, alors notre projet Gimbi, en fait, c'est bien plus qu'une salle de cinéma. On aimerait en faire un centre culturel audiovisuel. Donc, pour que le projet soit viable, il faut qu'on l'intègre dans une dynamique socioculturelle. Votre question est excellente. Derrière l'écran, derrière le mur de l'écran, il y a un grand marché qui est tenu par les femmes, un marché de légumes qui est là depuis très très longtemps. Au lieu de leur demander de bouger, nous on va faire le contraire, on va les intégrer dans la programmation avec une programmation spécifique pour les femmes et avec les femmes. C'est un exemple. Après aussi, on veut faire un volet éducation à l'image. On veut travailler avec les enfants, avec les écoles, parce qu'aujourd'hui, à Bobo, il n'y a pas de ciné-club. Il n'y a pas, on peut plus, un enfant, il sait plus ce que c'est un bon film, un mauvais film. Oui, en attendant d'y arriver, oui. Où est-ce que le projet en est? Est-ce que vous avez des financements? Comment vous avez ces financements-là? Voilà. Vous m'avez parlé de projets d'achat de sièges. Voilà, aujourd'hui, on a la coopération suisse au Burkina qui nous accompagne. On a aussi des fondations qui nous ont donné des bonnes réponses et on est en attente d'autres réponses. L'État burkinabé a été le premier sollicité. Notre parrain s'appelle Sungalo Ouattara. On est très fiers d'avoir notre parrain qui vient de Bobo. Et c'est lui-même qui m'a appelé un jour pour me dire « Bernie, votre projet m'intéresse, venez et expliquez-moi exactement de quoi il s'agit. » Et il a été convaincu et officiellement, il nous a certifié qu'il allait accompagner le projet et qu'à toutes les étapes du projet, l'État pourra nous faciliter les choses, c'est-à-dire exemption de taxes, TVA, facilitation au niveau des papiers, des demandes de construction, etc., etc. Donc c'est déjà énorme. Aujourd'hui, on en est à la phase acquisition, donc on est en train de rechercher les fonds pour racheter avec l'association la parcelle. Et ensuite, on sera à la phase de construction. Maintenant, en dehors des bailleurs de fonds, en dehors de l'État et des autorités, on en appelle aussi à la solidarité de tout un chacun. Qui n'aime pas aller au cinéma? Tout le monde aime. Ce projet bénéficiera au plus grand nombre. Et nous, en tant que qu'est-ce que vous faites à ce FESPACO là, voilà, justement pour intéresser tous les Burkinabés, les Bobolais aussi, voilà, parce que c'est là à Bobo que la salle sera construite. Exactement. Le FESPACO est partenaire de notre projet et nous a donné gracieusement un stand au MICA, au marché international, qui se termine à 18 h ce soir à la Zalaï. Et sur ce stand, nous proposons diverses actions concrètes. Les gens peuvent acheter un siège. Alors, ça veut dire quoi? Viviane Tiendrebogo aimerait acheter le siège numéro 64 de la grande salle. Ça coûte combien? Ça coûte 200 000 francs CFA, c'est une somme, mais c'est une marque d'engagement efficace pour participer à l'effort de guerre, comme on dit. Ça veut dire quoi? Vous bloquez ce siège, on signe un contrat, vous avez le numéro 64 de la grande salle, et lorsqu'on construira la salle, ce siège portera votre nom, ou le nom de votre choix. On a à ce jour vendu presque 30 sièges, donc on peut dire que ce FESPACO a été efficace. Il y a des gens du Zimbabwe, il y a des gens de Los Angeles, des Maliens. Et hier, on a eu l'honneur de vendre le premier siège au Burkina Faso. Et c'était Georgette Paré, je tiens à le préciser. Merci Georgette. Elle a acheté le premier siège du Burkina. Merci Bernie d'être venu sur ce plateau, d'avoir dit oui à notre invitation. N'oubliez surtout pas d'aller au cinéma, car je vous le rappelle, le FESPACO 2013 est en train de s'achever. Vous avez à l'affiche ce soir à 20h30 3 films en compétition. Au ciné Burkina, vous avez One Man's Show du Nigérian Newton Adwaka. Le réalisateur, je vous rappelle, a déjà un étalon d'or dans sa poche. Au ciné Nerwaya, vous avez Zabana de Saïd Ould Khelifa d'Algérie. La grande salle de l'Institut français propose Andromane de sang et de charbon du Marocain Azlarab Alaoui Lamharzi. Bonne fête du cinéma africain à tous et à toutes. Simon, à vous l'antenne.
Merci Viviane. Rappelez-vous surtout que cette édition du FESPACO fait la part belle aux femmes. Tous les jurys sont d'ailleurs dirigés par les dames. Dans une semaine exactement, c'est le monde entier qui leur consacre une journée entière. Comment le 8 mars va se dérouler au Burkina. Le ministère de la Promotion de la Femme a dévoilé le programme hier au cours d'une conférence de presse. Yolande Lompo. Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes, c'est le thème retenu pour la commémoration de ce 8 mars 2013 et Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, sera le point de convergence des femmes. Rebaptisé ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, son budget organisationnel cette année s'élève à 55 millions de francs CFA. Un chiffre qui est en deçà de celui de l'année précédente, mais qui n'entachera en rien ses festivités. Il ne fallait pas faire le 8 mars à Manga, malgré le fait qu'il y a certaines infrastructures qui manquent, notamment les logements. Mais les autorités locales et tous les ressortissants sont avec nous et mobilisés pour accueillir tous ceux-là qui feront les déplacements à Manga dans le confort requis. Il y a la question de la retransmission. Il n'y a pas encore la fibre optique, mais là encore, la réflexion est menée pour des solutions techniques. Et si jamais des solutions ne sont pas trouvées, on fera la retransmission en différé. Et du 1er au 8 mars, diverses activités seront au programme de cette semaine de réflexion et d'échange autour des questions liées aux préoccupations des femmes. Il y aura la marche de lancement officiel de la Semaine de la Femme ce 1er mars à Ouagadougou et dans tous les chefs-lieux de région. L'activité principale novatrice sera la Nuit de la femme entrepreneur, organisée pour la première fois en l'honneur des femmes entrepreneurs du Burkina Faso, dont certaines évoluent dans le domaine du transport ou de l'exploitation à l'international des produits locaux de l'agriculture burkinabé. Et le ministère est en train de produire un documentaire sur les 45 femmes qui seront décorées afin de permettre à l'opinion nationale de mieux les connaître, mais aussi à celles qui hésitent encore à se lancer, que tout est possible. Nous avons également les panels techniques. Cette année, nous avons fait appel à des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat pour venir nous éclairer sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat au Burkina et la situation spécifique de l'entrepreneuriat féminin. Cette célébration est également une occasion pour le département de présenter le bilan du 8 mars 2012 qui aura permis entre autres de récolter 98 millions de francs CFA pour l'établissement d'actes de naissance au profit de 2 millions de femmes. Et tout au long de l'année 2013, l'opération va se poursuivre grâce au soutien de l'ambassade de France. Quant à la couleur du pain, elle est unique et serait revendue à près de 8 000 francs au lieu de 5 000 par certains revendeurs. Une situation qui ne satisfait guère le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre, qui demande à ces derniers de réviser leur prix pour permettre à toutes de s'en procurer. Et après Manga, c'est Banfora qui accueillera le 8 mars l'année prochaine. Ce matin, déjà, les femmes étaient au centre de la ville pour la marche inaugurale de la semaine. Elles sont venues de tous les secteurs de Ouagadougou pour porter le désir des femmes à promouvoir l'autonomisation économique en leur sein. Eleonore Yerbanga. La fanfare nationale en tête, les femmes du Kadiogo sont en route pour la commémoration de la Journée internationale de la femme. Avec cette marche qui lance officiellement la Semaine de la femme, c'est une porte qui s'ouvre sur des conférences, des expositions et des causeries débats sur le thème du 8 mars, entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes. Nous voulons qu'il y ait plus de femmes qui créent des entreprises modernes, qui créent des emplois, mais qui font aussi des chiffres d'affaires qui contribuent à la croissance économique de notre pays. Donc on veut créer aussi l'opportunité pour que toutes ces femmes-là puissent se rencontrer, échanger, partager les informations et donner du courage à celles-là qui voudraient donc s'engager, que ce soit des jeunes filles ou des femmes adultes. Un thème qui entend accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans sa troisième partie, qui prône la promotion de l'autonomisation économique des femmes et l'égalité des sexes. Il y a un état des lieux qui sera dressé pour donner des statistiques, pour donner les tendances, dans quel type d'activité elles sont, et nous voulons vraiment donner l'opportunité aux femmes d'avoir toutes ces informations. Deuxième thème, c'est comment devenir une femme entrepreneur qui réussit. Avant la grande rencontre de Manga dans le centre-sud pour la célébration du 8 mars, cette semaine sera consacrée à diverses activités pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille.
Pour cette autonomisation, justement, les femmes de Léo sont bien parties. Le projet Ni Kanadouana Ni Koni, épanouissons-nous ensemble en langue nouni, se donne pour mission d'autonomiser ces femmes et les impliquer dans les prises de décision. Tanga Kafando. Ils sont venus de différentes localités des provinces de la Sicile et du Ziro, membres de la fédération Nianzoué et représentant les structures de l'État à cet atelier qui consacre le lancement du projet Nekanadouana Nekole, qui signifie en langue nouni « Épanouissons-nous ensemble ». Un projet qui vise à renforcer les capacités techniques et organisationnelles des membres de la fédération pour une grande implication des femmes dans la vie des structures de base et leur permettre un accès plus grand à l'éducation et aux moyens de production. Nous avons senti qu'au niveau de notre région, la femme est mise à l'écart. C'est ce qui nous a touché. On a pu rédiger ce projet, qu'on a eu un financement de plus de 52 millions. En tout cas, les points nécessaires à ce projet est qu'on puisse impliquer fortement la femme. Nous aurons à faire des activités, des ateliers de formation un peu dans toutes les communes qui va peut-être amener les maris à intégrer fortement les femmes dans les activités des études de revenus. Le projet Nekanadouana Nekoli est financé à 52 millions de francs CFA par l'ONG Diakonia dans le cadre du Fonds commun genre et s'inscrit également dans la dynamique interne de la fédération. Un projet apprécié à sa juste valeur par le premier responsable de la province de la Sicile. Je sais en tout cas que si la femme est heureuse, c'est toute la famille qui est heureuse. Donc en tout cas, le projet est d'une grande utilité pour notre province, d'autant plus que notre province, là, la majorité de la population en tout cas est féminine. L'agriculture est l'une des principales occupations dans les provinces de la Sicile et du Ziro et la fédération Nianzoué, depuis 1998, œuvre en faveur de l'égalité des sexes en intégrant les femmes dans la gestion de l'exploitation familiale et en les organisant autour des activités de transformation de l'iam et du riz. Dans la région de l'Est aussi, un autre programme s'engage à lutter contre la faim. Il est porté par l'ONG Action contre la faim. Sa mission, répondre à la vulnérabilité nutritionnelle des populations. Fousseni Kindo. Dans la province de la Kampienga vit une population paysanne exposée en grande partie à la famine. À Pama, le chef-lieu de province, Action contre la faim ACF, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, met les bouchées doubles pour prévenir et sauver certains ménages de l'insécurité alimentaire. L'enjeu en fait global de ce projet régional, c'est d'arriver en fait à montrer que localement on peut développer des initiatives qui vont permettre en fait d'améliorer à la fois la prise en charge et la prévention de la malnutrition aiguë. Outre ses partenaires traditionnels, ACF vient de bénéficier de l'appui de l'Agence française de développement AFD. Un appui qui permettra sans doute de pérenniser l'action de ACF dans la Kampienga. Pour nous, en fait, c'est un programme qui est très important parce que c'est la première fois en fait au Burkina Faso qu'on a un bailleur de développement, donc l'Agence française de développement, qui vient et qui s'investit sur un programme focalisé sur la malnutrition, avec à la fois un volet en fait qui concerne l'amélioration de la prise en charge de la malnutrition et un volet prévention de la malnutrition. Cette malnutrition chronique-là présage, n'est-ce pas, de phénomènes conjoncturels et qui, effectivement, est charrié par les phénomènes structurels. Donc, nous devons toujours continuer à lutter contre la malnutrition, même quand il n'y a pas de crise alimentaire au Burkina Faso. Dans le but de lutter aussi contre la mortalité infantile, ACF a offert une salle de réanimation au CMA de Pama. Cette salle acquise sur fonds ASDI va permettre de donner une seconde chance aux enfants malnutris. Je me réjouis de voir que les conditions d'hospitalisation des enfants, ces conditions vont s'améliorer. Et je voudrais sincèrement dire merci à ACF qui a bien voulu nous accompagner, qui a accompagné le district depuis 2012. ACF intervient dans 20 villages dans la province de la Kampienga. Depuis son implantation dans la commune de Pama, ACF a permis à 900 ménages de couvrir leurs besoins alimentaires de base. À travers ses campagnes de formation et de sensibilisation, ACF a également contribué à renforcer les capacités des différents acteurs de santé de la commune de Pama. Pour la sécurité alimentaire, Bagrépol se présente aussi comme la réponse. Hier, ce pôle de croissance a été présenté aux hommes d'affaires franco-burkinabés. Les investisseurs ont été incités à investir dans les filières agro-silvopastorales et la transformation. Explication Drissa Seri.
À l'issue du mot introductif du directeur général de Bagrépol, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire prend la parole pour présenter les potentialités et les perspectives dans la mise en œuvre du pôle de croissance de Bagré. Financé à hauteur de 67 milliards de francs CFA par le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale, le projet pôle de croissance de Bagré s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la SCAD. Son ambition est d'impulser le développement économique de la zone de Bagré et de tous les pays à travers l'accroissement de la production agro-silvo-pastorale, la transformation agroalimentaire, la création d'emplois et de valeur ajoutée aux différentes productions. Bagrépol offre de nombreuses opportunités aux investisseurs. Il y a un certain nombre de mesures et de réformes pour pouvoir inciter à l'investissement. C'est tout ça que nous sommes venus discuter avec le club des hommes d'affaires pour les rassurer sur la possibilité de réaliser des investissements très rentables ayant une forte valeur ajoutée et dans des conditions très sécurisées. Les éléments incitatifs du Code des investissements, la place des autres pôles de croissance à côté de Bagrépol, l'écoulement des produits, l'utilisation des semences améliorées, ce sont là des préoccupations évoquées par les hommes d'affaires. La BOAD s'est dite prête à investir 3 milliards de francs CFA dans de grands projets structurants à Bagré à des conditions très douces. La balle est dans le camp des opérateurs économiques qui n'ont plus qu'à saisir toutes les opportunités à leur disposition. Qu'un pays ne s'est développé dans ce monde sans agriculture, parce que c'est l'aliment de base, nous devons vivre, donc nous devons consommer. Et tout ce que nous consommons au Burkina Faso sont à un certain pourcentage assez élevé importé. Et si on peut produire localement et que nous consommons localement, nous allons certainement nous faire des richesses énormes. Monsieur Kargougou rassure davantage, il y a de la place pour tout le monde à Bagré. Au regard des connaissances reçues et fort de cette conviction, les responsables du club des hommes d'affaires franco-burkinabais s'engagent à être des ambassadeurs du pôle de croissance de Bagré. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité sur les antennes de la RTB. À demain.